Touraine, c'est à vous. Je pense d'abord qu'il y a une petite erreur de distribution parce qu'il est difficile dans une séance finale d'ajouter quoi que ce soit à ce qui évoque ce qui vous laisse sans voix et sans parole, l'horreur, la haine, sans borne, sans intelligence, comme cela a été dit, avec intelligence. Et par conséquent, je dirais que je me sens personnellement hors jeu, pas pour les mêmes raisons que celui qui devait venir après nous, mais parce que le hasard a fait que cette session ultime se termine écrasée par le poids de l'histoire et que aucun d'entre nous n'a aucun intérêt à vouloir soulever le poids de l'histoire pour rendre ce poids plus léger. On a envie de dire, cela est dit et bien dit, comme cela a été mal fait et très mal fait, et par conséquent, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'espace pour la parole. Je pouvais prendre la parole après Blandine Kriegel et essayer d'organiser un dialogue. Tout ce que je peux dire, c'est que j'estime que personne n'a rien à dire après ce que nous venons d'entendre, quel que soit le jugement. Je dirais, le poids des faits, des crimes, de l'histoire ne laisse pas toujours un peu de place pour les mots. Je suis plutôt un défenseur des mots, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. Donc tout ce que je peux faire, c'est dire, je vous prie de m'excuser, je vais prendre la parole, mais c'est une autre session, c'est une autre séance, il n'y a pas de lien entre ce que je viens d'entendre et qui m'a aussi profondément touché que chacun d'entre vous, et ce dont je voudrais parler et qui n'est pas de l'ordre du drame de l'histoire. Alors pour bien vous montrer ce que parler veut dire, je voudrais partir de quelque chose d'absolument élémentaire. Nous pensons que la démocratie, que les institutions, que le libre choix, les républiques, l'état de droit, tout ça, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, c'est ce qui arrête le mieux la violence. Ce sont des armes pas seulement intellectuelles, comme cela a été fort bien dit, ce sont des armes politiques et même, le moment venu, s'il le faut, des armes militaires. Or, un peu pour les mêmes raisons que ce qui vient d'être dit à l'instant, ça ne marche plus. Je veux dire, cette immense croyance que nous avons eue depuis des siècles et des siècles, et en tout cas depuis les Grecs ou d'autres, cette croyance en la parole, cette croyance en la loi, cette croyance en la règle, comme des moyens d'arrêter légalement, c'est-à-dire efficacement, comme il faut,
dans les limites qui ont été définies par les textes. Dans cette pensée qui nous vient en effet de cette période des temps modernes, de cette période où naissent les premières républiques, disons les Provinces-Unies, pour prendre l'exemple qui est le plus connu dans nos souvenirs à nous. Tout ça, ça ne marche plus. Vous pouvez passer des lois contre les guerres s'en fichent, elles passent. Nous avons eu un XXe siècle qui est le siècle le plus rempli de guerres, d'assassinats, de génocides, de massacres en masse, d'horreurs, sous toutes les formes, après un XIXe siècle rempli de paroles utiles, justes, efficaces, de progrès des institutions, un siècle qui n'a été dans notre partie du monde ici, qui n'a été interrompu que par une guerre affreuse, la guerre civile américaine, mais enfin qu'on ne peut pas comparer en horreur, et à la première et surtout à la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah et tout ce qui entoure ces massacres à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, partout. Je dirais que la question qui se pose à nous, honnêtement, c'est est-ce que nous pouvons, en renforçant la loi, avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire aussi en construisant des prisons ou en ayant des attendus de condamnation plus précis, etc., est-ce qu'on peut, par la loi, par la parole, par les mesures prises, arrêter ou faire reculer ce qui a été appelé ici fort bien la violence, c'est-à-dire en effet la mort sans règle, sans loi, sans caractéristique. Je suis obligé de vous dire que je me sens obligé de dire non. Je ne crois plus au progrès par la loi. Je ne crois plus que nous puissions augmenter le nombre de gens qui vont faire des relevés, essayer de trouver des circonstances atténuantes ou au contraire aggravantes. Je me demande, c'est la question absolument élémentaire et unique que je veux vous poser ce soir. Et je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps, c'est pourquoi je vous dis, moi, tout de suite en commençant, le progrès de la loi, je ne le vois pas. Je pourrais d'ailleurs, mais je ne le ferai pas, m'amuser à chercher ici ou là dans des pays qui sont supposés être respectueux de la loi, être civilisés, etc., et à trouver des indices, des indicateurs, des statistiques qui nous montrent qu'on trouve plus de gens dans les prisons et plus maltraités ici qu'ailleurs. Vous voyez à peu près à quel pays je peux faire allusion. Bien. Eh bien, ce que je dis en passant et sans aucune méchante pensée à l'égard des États-Unis en ce moment, je dis, mais qu'est-ce que je peux répondre à cela? Autrement dit, face à ce phénomène massif
qui est l'augmentation de nos moyens d'intervention, nos moyens de détection, de renseignement, de prévision, de précaution, de tout ce que l'on voudra. Dans cette société qui n'est pas que policière, qui est aussi scientifique et des tas de choses, mais dans cette société qui a sans cesse de plus en plus de moyens d'agir sur elle-même, qui sait tout ce qui se passe, même si on ne dramatise pas les débats sur les big data. Dans cette société qui savent tout sur elle-même, transparente, où il n'y a pas de cachette, comment est-ce que l'on peut résister à la violence qui est la masse brutale, un individu seul ou une armée, peu importe, un drone ou tout un ensemble de moyens militaires? Comment est-ce qu'on peut résister à cette connaissance de chacun de chacune de nos pensées, chacun de nos actes et de nos intentions? Voilà la question que je pose. Et je pense que ce qui définit les pires régimes de notre siècle, ou du siècle d'avant, celui dans lequel nous sommes encore en esprit, c'est justement ça, c'est que ce sont des gouvernements policiers, des gouvernements qui ne respectent rien, qui pénètrent tous les aspects des États, pas des sociétés, on ne parle plus de sociétés, des États que j'appellerais, je ne veux pas employer le mot totalitaire parce qu'ils ne sont pas tous, mais que j'appellerais volontiers des États totaux. Je veux dire des États qui accumulent le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir culturel. Voilà ce que nous avons en face de nous. Et nous ne sommes pas capables, aucun d'entre nous, de mobiliser des idées, des dollars, des armes, des décisions politiques ou bureaucratiques, administratives, pour arrêter tout ça. Alors, je m'accorde encore 5 minutes pour vous faire une suggestion. Parce que, en bon petit français, il y a un mot qui concerne spécialement ce pays, qui est un mot que j'aime bien et que, en général, en dehors de nos frontières, on n'aime pas. Alors, cherchez-le, trouvez-le, peu m'importe, parce que vous le reconnaîtrez facilement. Nous n'avons fait qu'un progrès important au cours du siècle ou des 2 siècles qui sont passés. Nous avons reconnu, après avoir, non sans mérite, non sans effort, non sans révolution et sans douleur, après avoir reconnu les droits politiques, pas de tout le monde à ce moment-là, mais enfin, quand même, la route était ouverte des droits politiques. Eh bien, nous avons, dans le cas français, très tardivement, les premiers qui s'y sont mis, c'est assez bizarre, c'est les Allemands, puis ensuite les Anglais, puis d'autres. Mais nous avons fait une chose inouïe, qui est de reconnaître qu'il y a un ordre de choses qui ne relève pas du politique comme tel, qu'on ne peut pas catégoriser dans les droits politiques, c'est les droits sociaux. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement
les choses sont très simples à dire. Nous ne sommes pas seulement des citoyens, nous sommes aussi des travailleurs. Et il y a des partis politiques, oui, mais il y a des syndicats, c'est pas fait pour la même chose. Il y a des associations professionnelles, il y a etc. Bon. C'est-à-dire que nous avons fait, en particulier au lendemain de la guerre, c'est-à-dire dans ce moment inouï qui a commencé en 1943 en Angleterre et qui a continué 1945-1946, mais en 3 ans, presque tout était fait dans toute l'Europe. D'établir un État social, un welfare state, un État-providence, c'est vraiment trop moche comme expression. Les Allemands ont d'ailleurs la meilleure expression, mais elle est imprononçable, Sozialmarktwirtschaft, l'économie sociale de marché. C'était très bien dit. Mais welfare state, c'est plus facile à prononcer, alors c'est ce qu'on a gardé. Et moi, ce que je veux vous proposer, et qui est vraiment tout aussi simple que ça, parce que ça marche pas si mal. Ça marche pas si mal. Je veux dire, il y a des droits sociaux qui sont gérés, il y a aussi des tribunaux, etc. Bon. Eh bien, moi, je pense que pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait donc un ordre des droits, il faut ajouter à ces deux grands ordres les droits politiques et les droits sociaux, ce que nous reconnaissons tous comme extrêmement important, ce à quoi nous tenons énormément et dont nous parlons de plus en plus et que nous appelons les droits culturels. Les droits culturels, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la limite ce qui touche la condition humaine, c'est-à-dire la base biologique de l'être humain, sa sexualité, son âge, etc. Mais ça veut dire surtout, et personne ne s'y trompe, ça veut dire surtout la langue, la religion et les formes d'organisation de la vie qui tournent autour de la survie, c'est-à-dire l'alimentation, les systèmes de parenté, de reproduction, etc. Vous avez remarqué comme moi, ces mois-ci en particulier, que les grands problèmes qui se posent dans le monde ne sont plus, comme il y a 100 ou 200 ans, des problèmes économiques et sociaux. Les mots qui reviennent le plus dans les journaux, ce n'est pas cela. Ce sont des mots qui touchent la nation et la religion. On fait semblant de ne pas s'en apercevoir, on fait semblant de dire qu'il n'y a que les méchants qui pensent ainsi. Mais de quel droit dit-on cela? Je suis tout à fait d'accord qu'il y a de très mauvaises manières de parler de la nation et de très mauvaises manières de parler de la religion, comme il y a de très mauvaises manières de parler du travail et de parler de la production, de l'investissement ou des institutions et des lois. Il y a du mal partout et du bien partout, ce n'est pas le problème. Je suis en train de vous dire seulement, je pense que, étant donné la formidable transformation des actions que nous menons aujourd'hui sur nos cultures, sur notre corps, sur notre esprit, sur notre âme, appelez ça comme vous voudrez, il est indispensable que nous ayons, j'allais dire, une loi de 1905 qui soit une loi qui permette de respecter ce qui n'est pas de l'ordre de l'État, ce qui n'est pas non plus de l'ordre du marché et ce qui n'est pas de l'ordre de la fantaisie individuelle,
qui est la liberté de la relation à soi qui nous constitue en tant que ce qu'on peut appeler des sujets humains, c'est-à-dire des êtres humains responsables d'eux-mêmes, des autres et de leur environnement. 2 minutes. Et je termine, Voilà. je n'ai pas besoin de 2 minutes pour vous dire ceci. Ce que je souhaite, c'est que, au lieu d'en appeler toujours à cet état de plus en plus gonflé du civil au politique, du politique au social, du social au culturel, au linguistique, etc., je demande que nous renoncions à l'unité de l'État et que nous ayons une séparation fondamentale, comme nous l'avons dans l'ordre religieux en France, dans un domaine précis, que nous ayons une séparation de l'ordre politique, de l'ordre social et de l'ordre religieux, linguistique et culturel. C'est à mes yeux cette séparation qui nous a donné, dans le domaine de 1905, des résultats que j'appellerais plutôt bons, et même franchement bons. C'est la seule mesure que je connaisse qui soit capable d'arrêter cette tendance à l'état total, à l'état qui s'occupe de tout, qui sait tout, qui prend des décisions à notre place et qui finalement nous laisse sans défense et en face de la violence déchaînée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.